Les femmes d'élite de la République hellénique et de Rome antique utilisaient régulièrement des cosmétiques, une coutume qui a été adoptée des anciens Égyptes. Au Moyen Âge, la tradition s'est poursuivie uniquement parmi la noblesse, car la plupart des classes paysannes n'avaient pas l'argent pour de tels luxes. Bien sûr, au Moyen Âge, l'Église gardait un œil vigilant sur tout, et cela incluait les habitudes de maquillage de ses paroissiennes. Maître du maquillage était vu comme contester l'œuvre de Dieu. Et au début de cette période, les femmes qui portèrent du maquillage étaient considérées comme une incarnation de Satan, car l'utilisation de cosmétiques n'était trouvée que dans les bordels. Le frère dominicain et théologien Thomas d'Aquin a conclu qu'une femme doit être séduisante pour son mari pour minimiser le risque d'adultère de sa part. Mais une femme devait être très prudente, car elle ne devait en aucun cas se rendre si désirable qu'elle attirerait un autre homme. C'est donc assez heureux que l'attractivité ne soit pas subjective. Oh, c'est le cas? Oh, cela a dû être vraiment déroutant. Revenons en arrière dans le temps et essayons de naviguer dans le monde difficile et dérangeant de la beauté au Moyen Âge. Bienvenue à la folie médiévale. Bienvenue à la folie médiévale. Épilation du front. Au XVe siècle, avoir un visage ovale avec de petites lèvres et un petit nez était considéré comme rendant une femme plus pure, innocente et enfantine. Comme les couvre-chefs étaient exigés par l'Église, une façon d'obtenir un visage ouvert et expansif était de racler les cheveux sous une capuche ou un voile et de remonter la ligne des cheveux. Mais toutes les femmes médiévales n'avaient pas un front naturellement haut. Certaines allaient même jusqu'à remonter la ligne des cheveux par des moyens artificiels tels que l'épilation des cheveux. L'Église n'accepterait une amélioration cosmétique que si elle remédiait à une défiguration sévère afin qu'une femme ne soit pas méprisée par son mari. Malheureusement, l'épilation de la ligne des cheveux ne répondait pas à ces critères, et toute femme soupçonnée d'avoir participé à cette pratique recevait une sévère leçon de son prêtre sur le péché mortel de vanité. La plupart des femmes se contentaient d'arracher les poils avec une pince à épiler en métal. Cependant, cela prenait beaucoup de temps et était évidemment très douloureux. Il y avait aussi l'alternative des crèmes dépilatoires. Nombreuses étaient des mixtures inoffensives à base de plantes. On croyait que l'infusion de chardon-marie dans de l'huile de noix, le jus de persil et la gomme de lierre stoppait la croissance des poils. Il était recommandé de les appliquer avec pression et de les frotter sur la ligne des cheveux. Cependant, d'autres préparations n'étaient pas aussi conviviales, comme une exfoliation de coquilles d'œufs ou le broyage de crottes de chat dures et sèches en poudre avant d'être mélangées à du vinaigre et frottées sur la zone affectée. Les sourcils seraient également enlevés, de sorte que le visage était laissé vierge et sans aucune expression. Plus tard, de nombreuses femmes qui avaient trop épilé se retrouvaient avec des sourcils qui ne repoussaient pas. Il est devenu tendance d'utiliser la fourrure de souris ou de rat pour créer des faux sourcils, collés pour dissimuler les sourcils clairsemés d'une femme. Même les cils étaient enlevés pour obtenir un visage complètement uni et ouvert. Poils corporels. Plus à l'est dans l'Empire ottoman de Turquie, les concubines féminines du harem du sultan utilisaient également de nombreux traitements de beauté différents pour se rendre désirables. En utilisant un mélange d'or-piment, qui contient de l'arsenic et est très toxique, et de chaux caustique, les femmes fabriquaient une crème dépilatoire appelée rouzma. Le mélange était frotté partout pour éliminer tous les poils corporels indésirables. Après avoir rincé dans le bain turc, une grattoir en bronze, similaire au strigil utilisé dans la Rome antique, était frottée sur le corps pour enlever tout mélange restant. Le rouzma blanchissait également la peau, mais il était très corrosif et pouvait provoquer de graves brûlures s'il était laissé trop longtemps. Les poils corporels étaient également rejetés par les femmes européennes. Un remède du XIe siècle suggère de mélanger des œufs de fourmi, de l'or-piment rouge et de la gomme de lierre avec du vinaigre. Frottez la préparation sur le corps pour éliminer les poils définitivement. Noircissement des dents. Pendant ce temps, en Asie pendant la période Heian, entre le 8e et le 12e siècle, les nobles femmes japonaises noircissaient délibérément leurs dents. Cette pratique, connue sous le nom d'ohaguru, était réalisée en buvant un colorant appelé poudre de fushiko, fabriqué à partir de fer, de vinaigre et de gales moulues. Des épices telles que la cannelle, l'anis et les clous de girofle étaient ajoutées parce que la boisson avait un goût civil et devait être consommée 2 ou 3 fois tous les quelques jours. Le colorant recouvrait les dents d'un vernis noir brillant. Il est étonnant de constater que la boisson n'a finalement causé aucun dégât physique. En fait, elle prévenait la carie dentaire et aidait à renforcer les dents. Certaines geishas pratiquent encore l'ohaguru aujourd'hui.
Le bandage des pieds. Cette coutume horrifique a commencé au Xe siècle dans les classes supérieures de la société jean-chinoise. Bientôt, la pratique s'est répandue aux familles plus pauvres. Une fille aux pieds bandés ne pouvait pas effectuer de travail nécessitant de rester longtemps debout. Avoir des pieds de lotus signifiait beauté, richesse et offrait à une fille de meilleures chances de mariage avantageux. La fleur de lotus est l'un des idéaux de beauté dans la culture chinoise et on pensait que le pied bandé ressemblait à la fleur. Même les familles d'agriculteurs pauvres bandaient les pieds de leurs filles afin d'attirer un mari riche, bien qu'ils ne pouvaient guère se permettre de perdre le travail de l'enfant. L'ensemble du processus visait à rendre le pied aussi petit que possible. Tout d'abord, le pied de la fille serait bandé avec un bandage de 2 pieds de large et 10 pieds de long. Cela se produisait généralement entre 5 et 7 ans, lorsque les os étaient encore mous. Les 4 orteils les plus petits seraient cassés et repliés sous le pied et maintenus en place. La plante des pieds était coupée pour que le gros orteil puisse être plié en arrière pour toucher le talon. Ensuite, le bandage humide était trempé dans du sang d'animal chaud et des herbes, puis serré fermement autour du pied. Le pansement se resserrait encore plus en séchant. Chaque jour, les pieds étaient nettoyés et forcés dans une chaussure de lotus de plus en plus petite. Les pieds étaient gonflés et enflammés, mais la fille devait marcher, peu importe combien cela lui était douloureux. On dit que certaines filles étaient battues si elles pleuraient. Les femmes aux pieds bandés ne pouvaient pas s'enfuir, ou même marcher très loin, et passaient la plupart de leur temps à la maison. On a ensuite affirmé que cette pratique n'était pas liée à la beauté, mais plutôt à la domination masculine. Avec le temps, les femmes sont devenues complices de la coutume parce qu'elles savaient que leurs filles ne pourraient pas trouver de mari autrement. On pensait que la taille de pied la plus belle pour une femme chinoise médiévale était seulement de 3 pouces, bien que la taille moyenne d'un pied après le bandage était généralement d'environ 5 pouces et demi de long. Dans certains cas, les orteils tombaient à cause d'un manque de circulation et les femmes aux pieds bandés souffraient de problèmes de colonne vertébrale et de hanches. Néanmoins, la pratique a continué jusqu'au milieu du XXe siècle avant d'être finalement interdite de manière absolue. Pâle et intéressant. Pendant la période médiévale, une peau claire et blanche était considérée comme le summum de la beauté. De nombreuses épidémies de variole marquaient les victimes de cicatrices, rendant un teint sans imperfection particulièrement attrayant. Un traitement pour éliminer les taches de rousseur inesthétiques impliquait l'utilisation de sang de taureau sur le visage. Alors que la plupart de l'Europe était sous le féodalisme, l'Italie a vécu une renaissance culturelle, la Renaissance dès le XIIIe siècle. Plusieurs monuments romains enterrés pendant des siècles ont été exhumés en Italie à cette époque. Les habitants de villes comme Florence et Rome ont essayé de réinventer une société classique. La façon dont on pensait qu'une femme idéale devrait être a également subi un grand changement. Les peintures de la Renaissance montrent des femmes voluptueuses dans des tissus lâches mais transparents qui révélaient beaucoup plus de leur corps. Leur peau est très pâle, elles ont des joues brillantes et des lèvres rouges foncées. Pour obtenir cette pâleur, de nombreuses femmes médiévales utilisaient des matériaux toxiques qui non seulement endommagèrent la peau, mais pouvaient également causer de graves problèmes de santé et même la mort. Un teint pâle n'était pas seulement considéré comme un signe de beauté, il reflétait également la richesse et la haute estime. C'était un symbole de statut indiquant que vous pouviez rester chez vous sans avoir à travailler. Cependant, éviter le soleil ne suffisait pas. Certaines femmes ont eu recours à des sangsues pour se vider le sang dans le but de rendre leur peau plus pâle, mais la plupart utilisaient des poudres et des crèmes. La craie, la farine et même la poudre d'arsenic étaient quelques-uns des ingrédients utilisés pour éclaircir la peau. On mélangeait aussi du plomb blanc avec du vinaigre pour faire une pâte. Plus tard, du mercure a été ajouté pour donner un éclat argenté à la peinture souvent appliquée sur le cou et la ligne du buste. Ce maquillage était bien sûr très toxique pour son porteur. Le plomb provoquait des éruptions cutanées, obligeant les femmes à utiliser davantage du mélange pour couvrir les imperfections. Une fois absorbé par la peau, le plomb cause paralysie musculaire, perte de cheveux et de dents, maux de tête et parfois la mort. Ironiquement, il provoquait également des rides car il asséchait tellement la peau. Les lèvres étaient teintées de rouge vermillon, un colorant vif aussi produit à partir d'une forme de mercure. La lumière du soleil est une source clé de vitamine D. L'usage de maquillage blanc épais et d'autres choix de vie pourraient avoir causé une carence en vitamine D et un empoisonnement par les métaux lourds chez les femmes médiévales. Les squelettes de 2 nouveau-nés ont été trouvés dans la crypte des Médicis à Florence. Ils souffraient tous 2 de rachitisme sévère, causé par un manque de vitamine D. Il semblerait que leur mère, qui aurait été recouverte d'un épais maquillage et aurait porté des robes en matériaux lourds, n'aurait absorbé aucun rayon de soleil pendant sa grossesse
et malheureusement, son bébé en a subi les conséquences. Yeux de biche. Le mot italien belladonna signifie belle dame. C'est aussi le nom de la plante belladone, l'une des plantes les plus toxiques Au Moyen Âge, les femmes italiennes utilisaient des baies de plantes pour créer des gouttes oculaires. Une seule goutte dans chaque œil provoquait la dilatation de la pupille en bloquant les récepteurs dans les muscles. L'idée était que la femme aurait l'air d'être constamment dans un état d'excitation, la rendant irrésistible. C'était la beauté suprême de cette époque. Évidemment, l'usage d'une telle plante toxique était risqué et son emploi durable avait un prix. Les femmes pouvaient ressentir une distorsion visuelle dès la première application, entraînant une vision floue, une sensibilité à la lumière et une incapacité à se concentrer sur des objets proches. Les effets secondaires pouvaient provoquer des arythmies cardiaques, des dommages permanents à la vision, voire la cécité et la mort. C'était simplement une autre tendance beauté du Moyen Âge qui aurait dû comporter un avertissement sanitaire sérieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. J'espère que vous l'avez apprécié et abonnez-vous si vous aimez le contenu. Nous voyons tous les jolis commentaires que vous laissez et c'est toujours très apprécié. J'espère que vous passerez tous un Noël incroyable et nous serons de retour ici la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Santé!